Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Dr Pamela Paquette est médecin anestésiologiste à Saint-Georges-de-Beauce. Il y a quelques semaines, je l'ai rencontrée au Soudan du Sud alors qu'elle effectuait sa première mission humanitaire. Je la reçois à nouveau en entrevue aujourd'hui pour discuter de la fin de sa mission, de l'expérience qu'elle en a tirée et de son retour au Québec. Nous discutons également de ses plans de carrière futurs qui comportent, sans grande surprise, d'autres missions humanitaires. Bonne écoute. Pamela, bonsoir. Ben, bonsoir, t'as gagné. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi. Oui, ça va bien, merci. Alors, deuxième épisode de la série spéciale sur Médecins sans frontières avec toi. Je t'avais rejointe au Sud-Soudan il y a quand même quelques semaines. Là, on voulait se parler tout de suite à ton retour. Puis là, le temps passe. Donc, rappelle-moi un peu les dates de ton séjour là-bas, à peu près. Là, il me semble que c'est en juin ou en mai. Ouais, en fait, j'ai quitté pour le Soudan du Sud mi-avril. OK, puis je suis revenue début juin, le 5 juin. OK. Ouais. Puis la première fois, je t'ai rejointe vraiment dans le camp, là, presque par surprise. Oui. Absolument. En plein milieu de la mission, après une semaine très mouvementée. Alors, avec peu de sommeil, mais bon. Mais j'ai eu d'excellents commentaires d'abord sur l'épisode pour les auditeurs qui seraient intéressés. Donc, c'est l'épisode 47, là. Donc, j'avais rejoint Dr Paquette donc durant sa mission. Et simplement pour rappeler que tu viens de terminer ta première année de pratique. Puis tu m'avais raconté que, compte tenu des besoins, notamment en anesthésie, les critères de Médecins sans frontières permettaient aux nouveaux médecins spécialistes d'aller en mission, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Puis tu m'avais mentionné également que quand tu étais arrivé là-bas, tu te sentais tout à fait prête là, à gérer. Et d'ailleurs, les gens qui écouteront l'épisode verront un peu les genres de choses que tu as pu gérer, là, des choses qu'on ne voit pas ici, là, des blessures par des lances. Tu m'avais parlé des fasciites, donc des infections des tissus mous, de la peau, suite à des blessures de serpent. Donc, ce sont des choses que nous lisons dans les livres, mais que nous ne verrons jamais. Avant de parler peut-être de la fin de ta mission, puis peut-être de ton retour là, à la vie normale, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi, là, de ta formation en anesthésie ou anesthésiologie. Puis j'aimerais surtout savoir qu'est-ce qui t'a attiré dans cette spécialité-là, surtout là.
OK. Ouais, ben en fait, la spécialité d'anesthésie, comme certains patients me demandent parfois, ben c'est une spécialité médicale. Donc, bon, en fait, on rentre en médecine à l'université, on fait son doctorat en médecine, puis quand vient le temps d'appliquer la spécialité, on applique en anesthésie. Ou est-ce que le cursus standard, ben en fait, c'est 5 ans de Mhm. résidence. Et ensuite, on obtient, là, après les examens, le diplôme d'anesthésiste. C'est parfois une spécialité méconnue. Comme je disais, il y a certains patients parfois qui sont surpris d'apprendre qu'un anesthésiste, c'est un médecin. Mhm. Mais oui, c'était vraiment une très belle spécialité, d'ailleurs, que je OK. conseille à tout le monde. Ben, pour moi, l'anesthésie, euh, ça a été un choix un peu tardif. Je dirais, j'ai découvert l'anesthésie là, un peu tard dans ma formation médicale. En fait, à ma dernière année, là, quelques mois avant d'appliquer. C'est vraiment je pense que c'est une spécialité c'est qui est peu connue, mais qui permet vraiment de gérer tout. Moi, j'avais l'impression, là, qu'en devenant anesthésiste, j'allais avoir des bases pour gérer tout. Tous les âges, toutes les pathologies, tous les types de chirurgie. Puis quand ça va mal, qui qu'on appelle souvent en dernier recours? Ben, c'est l'anesthésiste. Fait que ça, Mhm. c'est sûr que c'est une des choses qui me dit, on va toujours avoir besoin d'un anesthésiste. Tout à fait. Puis je vais être capable, là, ça va me donner tous les outils pour gérer le plus possible. Je savais aussi que sachant que je voulais avoir une carrière à l'international dans le secteur humanitaire, que c'était une spécialité qui était recherchée et OK. qui permet aussi de faire des soins, de donner des soins soit en gestion de la douleur aux soins intensifs, puis aussi là, dans le bloc opératoire neurochirurgical. OK. Donc ça, c'est sûr, ça a été vraiment des points là, très forts. Puis, ben, il y a vraiment le côté technique, là, parce qu'avant de l'anesthésie, je pensais devenir soit chirurgienne ou OK. gynécologue obstétrique. Donc, ça a été vraiment là, un coup de cœur là, qui était autant médical, c'est de la vraiment comprendre la physiologie, pathophysiologie, la pharmacologie, même la physique, en plus des techniques. Là. Fait que OK. c'est vraiment une belle spécialité. Dis-moi, comment vis-tu avec le fait que ce n'est pas toi qui détermine ton horaire? Les patients que tu vois, ce ne sont pas tes patients. Ils te sont un peu imposés, entre guillemets. Donc, certains verraient ça comme un avantage ou comme un beau côté de la profession. Toi, comment tu vois ça là, par rapport... Parce que ton conjoint est chirurgien en plus, donc c'est peut-être une Oui. bonne chose que tu n'aies pas choisi la chirurgie, mais certains verraient ça un peu comme un élément négatif, le sentiment ou peut-être la crainte de ne pas avoir ce lien-là, donc Mm. thérapeutique, entre guillemets, Euh, mais il y en a un lien, mais il peut paraître peut-être un peu différent, disons. En effet, c'est sûr que c'est très différent quand on doit avoir un contact avec le patient qui est très rapide Mhm, pour souvent des interventions qui sont très significatives pour un patient qu'on ne connaît pas, c'est justement, ça. qu'on n'a pas le lien thérapeutique qu'un chirurgien peut avoir. Donc, c'est sûr que c'est vraiment important d'établir une bonne relation de confiance en peu de temps avec un Mhm, patient. Puis, moi, je crois que c'est sûr que c'est des soins qui sont partagés. C'est une responsabilité médicale partagée. Quand on dit que ce n'est pas mon patient, moi, c'est sûr que tous les patients de qui je m'occupe, je les considère comme mes patients. Au mhm, moment que je rentre en contact avec eux, que je m'occupe du suivi post-opératoire, que ce soit pour la gestion de l'analgésie, c'est mon patient aussi. mhm. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le considérer, puis même être impliqué là, autant au niveau préopératoire, parce que des patients qui sont opérés pour des chirurgies plus complexes ou qui ont des comorbidités importantes, c'est important. De plus en plus, on voit la médecine périopératoire, ce n'est pas seulement durant l'intervention, mais c'est aussi avant, pendant et après. Mhm. Euh, mais c'est sûr que le bon côté des choses, c'est que étant donné que je fais pas de clinique de douleur, je n'ai aucun suivi. Donc, Mhm. quand ma journée est terminée, ben, c'est terminé. J'ai pas besoin de suivre des résultats de pathologie, des rappels de patients. Ça, pour moi, c'est certainement un avantage. Mhm. C'est sûr que pour l'horaire, ben, en fait, ça dépend. Je pense que j'ai quand même oui, on contrôle pas. On travaille dans le bloc opératoire, donc on est assujetti aux horaires du bloc opératoire en plus des gardes. Mais il reste qu'on a quand même un certain contrôle dans notre horaire si on considère le fait qu'on travaille en équipe avec nos collègues. Mhm. Nos autres collègues anesthésistes, on est vraiment un groupe qui s'occupe de veiller à ce que le bloc opératoire là, soit ait toutes les personnes nécessaires pour pouvoir prendre en charge les patients. Donc, ça dépend de son groupe. Je pense que c'est la clé du succès, là. Les collègues, la bonne entente entre collègues en tant qu'anesthésiste, je crois que c'est très important. Même si on travaille pas ensemble dans la même salle d'opération, on collabore beaucoup. Exactement.
Alors là, on revient à ta mission au Sud-Soudan. Je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais demandé là, lors de notre première rencontre ta première impression quand tu es arrivé au camp. Est-ce que tu te souviens de la réponse? Aucune idée. Si mon Je pense que souvenir j'étais est bon, tellement... si mon souvenir est bon, tu m'avais parlé de la poussière Ah oui, et de la absolument. chaleur, c'est ça? Absolument. Mhm. J'étais tellement sur l'adrénaline quand on s'est parlé, là. Il y avait tellement le rush, peut-être le manque de sommeil aussi, Mhm. je sais pas. Mais Mhm. oui, quand on débarque de l'avion, là, puis qu'on rentre dans le camp, qui est en fait, c'est au nord du pays, là. Donc, Mhm. c'est vraiment une autre zone climatique. On est vraiment frappé par la chaleur, C'est là. ça. C'est vraiment, là, une chaleur intense et de la poussière brun-rouge, là, qui imprègne les vêtements. Puis je peux vous dire quand je suis arrivée chez moi, mes vêtements étaient changés d'une autre couleur, là. Ils étaient bruns, imprégnés de poussière. Je pense que j'en ai encore sur mes souliers de course Ah oui. qui partiront jamais, c'est imprégné. Mhm. Mais ouais, absolument, c'est les deux choses là, qui marquent le plus. Puis aussi vraiment le fait de voir le camp, qui est en fait un camp sous le niveau de l'eau à cause des digues qu'ils ont fait pour protéger des inondations, hein, des inondations extrêmes qu'il y a au sud du Soudan. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point c'est isolé. Comment les gens font pour se rendre là, pour pouvoir recevoir de la protection, en fait. Tu m'avais parlé en dehors des ondes d'un documentaire qui s'appelle Doctors of War, qui raconte l'expérience de Dr. John Buckham. Donc, je mettrai le lien, peut-être via le site de Médecins sans frontières, là, le lien du vidéo. Mais déjà, si les gens font des recherches sur Internet, on peut vraiment peut-être tenter de Absolument. comprendre ou avoir une petite idée de ce que tu as pu vivre en arrivant là-bas. Là. Donc, en se rappelant toujours que moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est dans ta première année de pratique. Là. Ce n'est pas après 5 ou 10 ans. Donc, c'est tout à fait remarquable. Alors, la Ben, merci, première... mais c'était un excellent timing. Moi, je le conseille d'ailleurs à tous les finissants. Euh, je le conseille à tout le Ah oui? monde. Fraîchement sorti avec toutes les connaissances, là, c'est un bon timing. Surtout si vous n'avez pas encore d'engagement important au niveau familial. Mhm. Mm. Alors, on a parlé de ta première impression en arrivant au camp. Est-ce que tu te souviens de ta dernière impression quand tu as quitté le camp, donc lorsque ta mission était terminée? Ah oui, je m'en rappelle comme si c'était hier. On vient nous chercher dans les véhicules, c'est toutes la majorité c'est des Land Rover typiques MSF avec le drapeau, comme dans les films. Puis là, faut embarquer dans le camion pour s'en rendre c'est vraiment juste une piste d'atterrissage où est-ce que l'avion MSF, c'est un Cessna Caravan, un petit avion MSF qui, en fait, quand je suis arrivée sur la piste d'atterrissage, il y avait des passants qui avaient été transportés d'autres villes pour se faire soigner dans cet avion. C'était chargé de médicaments. Il y avait des bains inutilisés à cause qu'il y avait des boîtes de médicaments partout dans l'avion. Il manquait des sièges. Mais j'étais déjà nostalgique de quitter. J'étais Ouais. vraiment triste, en fait. Je voulais pas partir. J'étais OK. pas prête. Mais j'avais l'impression que c'était un départ, mais c'était pas des adieux. Que Mhm. j'allais revenir. Ah, C'est un projet, oui. C'est un projet qui est là depuis quand même plusieurs années, puis qui est là mhm. encore pour rester. Il y a même des projets d'expansion là, reliés à ce camp. Donc, absolument, j'espère avoir l'occasion d'y retourner dans les prochaines années. Donc, tu voudrais retourner dans ce camp si tu refais une mission avec Médecins sans frontières, avant toute chose? Ou, Non, éventuellement. OK, Éventuellement, OK, mais pas pour les prochaines missions. Mais OK, certainement dans les prochaines années. OK, je comprends, je comprends. Puis donc là, tu quittes le Soudan du Sud. Éventuellement, tu prends un avion commercial. Puis j'imagine que tu fais une escale. Oui, L'escale était où, la première escale? la première escale était au Kenya, à Nairobi. OK. Puis là, là, tu tombes déjà dans une zone internationale qui est moderne, ou ça prend une Oui, escale supplémentaire avant vraiment de revenir à un sentiment de c'est graduel. normalité? OK. Je dirais que c'est graduel, mais oui, absolument. Le Nairobi, c'est un aéroport très bien développé.
qui ressemble à nos aéroports. Mais c'est sûr que ensuite, je suis allée à Paris, Charles de Gaulle. Là, on rentre plus dans l'aéroport luxueux de façon plus impressionnante. Ouais. Là, je sais que tu l'avais déjà vécu dans le passé, mais quand tu arrives à Charles de Gaulle, là, ton sentiment, là, tu tombes dans la zone hors taxe. Hmm, oui, Le mais luxe, oui, tout ça, c'est propre. La propreté. OK. C'est ce qui m'a plus frappé que le luxe, OK. honnêtement. OK. Tout est immaculé. Tout est tellement propre. OK, Aucune OK. poussière. Puis ouais, juste le contact avec des gens plus occidentaux dans d'autres conditions, c'est sûr que c'est ça qui marque un peu plus, je dirais, de vivre dans l'abondance. Puis probablement que ces gens ils sont même pas conscients, en fait, qu'ils vivent dans cette abondance-là. OK. Mais je dirais que ça m'a moins frappé, en effet, que la dernière fois où est-ce que j'avais été faire de l'anesthésie à Madagascar. Mhm. Être plus préparée, étant donné que j'avais déjà vécu. OK. Mais c'est sûr que à chaque fois qu'on revient d'un endroit comme ça, on se rappelle toujours à quel point on est privilégié, puis qu'on est chanceux, puis de pouvoir savoir qu'on a même cette chance-là, c'est un privilège. Ouais, c'est ça. Puis si tu me parlais un peu, là, on va revenir un petit peu en arrière. On s'était parlé peut-être à la moitié de la mission. Est-ce qu'il y a des cas ou des expériences que tu as vécues là, dans les dernières semaines qui t'ont marqué autant que la blessure de serpent ou le pauvre homme qui s'était fait empaler là, par des lances là, lors de... Ouais, ben en fait, la loi des séries s'est poursuivie parce qu'on a eu d'autres traumas avec des attaques de lance. Mhm. Ça semble être une pratique assez répandue, donc oui, j'en ai eu d'autres. Beaucoup de morsures de serpent. En fait, OK. je dirais même que les morsures de serpent ont été en augmentant OK. parce que la saison des pluies approchait. Donc, plus qu'on a de pluie, plus que les serpents cherchent refuge et donc plus de morsures de serpent. OK. Il commençait d'ailleurs à en avoir plus dans le camp. La présence, là, même où est-ce qu'on habitait, la présence des serpents là, a augmenté. OK. On a eu encore une fois beaucoup de césariennes, des patientes avec... Il y en a une qui m'a particulièrement marqué, qui avait une rétention, en fait, un bébé qui était mort en cours de grossesse. Mais ça faisait au moins 2-3 mois que le bébé était dans la mer OK. et qui était décédé. Donc, juste penser à l'image d'un bébé décédé depuis des mois dans un utérus qui baigne dans du liquide, Mhm. c'était assez impressionnant là, à voir sortir. Mais surtout impressionnant de voir que la patiente n'était pas en CVD, en fait, là, en coagulopathie disséminée sur un mort fœtal in utero ou en choc septique même, là, en infection là, grave due à Fulminante. ça. Là. Mhm. Ouais. Tu m'avais parlé aussi d'un jeune homme qui malheureusement là, avait besoin peut-être d'une chirurgie pulmonaire, puis qui n'avait pas accès aux soins, Oui. puis tu pensais qu'il allait décéder là. Oui, c'était un patient qui avait reçu, il avait été poignardé à plusieurs reprises, dont des lacérations là, au niveau de l'arc trachéobronchique, donc il y avait une fistule bronchopleurale importante. On peut pas faire de thoracotomie dans le cas où est-ce qu'on était, étant donné que ça nécessite des soins plus importants qu'on n'avait pas. Mhm. Finalement, le patient s'est pas amélioré. Malgré la succion qu'on a réussi à faire fonctionner 24 heures sur 24 sur le drain thoracique. Mais la bonne chose, c'est qu'on a réussi à obtenir l'accord de MSF pour le transférer avec notre avion dans un autre hôpital où est-ce qu'il allait pouvoir recevoir des soins. Par contre, ça faisait déjà 2 mois, Mhm. son trauma. Il y avait déjà beaucoup d'infections, donc l'infection met vraiment en risque d'avoir de la difficulté à guérir, en fait, même après une chirurgie, puis même de passer au travers de la chirurgie. Tout à fait. Le poumon restant était complètement nécrosé. Il y OK. avait vraiment plus de poumon à cause de l'infection à long terme. OK. Donc, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il est quitté, en fait, je crois 2-3 jours avant mon départ du camp. OK. Fait que là, tu Mais n'avais c'était la dernière chance pour OK. lui, même s'il avait 20 ans, bonne santé. Clairement, la dernière chance, dernier espoir qu'on pouvait avoir pour lui. OK. Malheureusement. Mm-mm. On entend
plus parler depuis quelques années là, de convois humanitaires qui sont victimes d'attaques, là, même s'ils sont identifiés comme étant soit la Croix-Rouge, Médecins sans frontières ou d'autres ONG. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête là-bas ou l'environnement du camp, le fait que ce soit protégé, si je ne me trompe pas, par les Nations Unies, ça constitue un élément de sécurité? Oui, absolument. L'enjeu de sécurité, on apprend très bien avec les formations préparatoires des MSF que c'est toujours le risque zéro n'existe pas. Il va toujours avoir là, un risque associé. Par contre, moi, j'ai vraiment eu l'impression sur le terrain que la gestion de la sécurité est très bien prise en charge par MSF. Il y a vraiment des gens dédiés à ça. J'ai pas senti, même jusqu'à la fin de ma mission, vraiment un enjeu de sécurité important. OK. Mais oui, dans certains autres contextes, il se passe encore des incidents, malheureusement. Okay. Mais moi, pendant que j'étais là, heureusement, j'ai pas été témoin d'incidents. Mis à part, je dirais côté attaque envers l'organisme. Mais par contre, certains incidents peuvent survenir, comme nous, on a eu un accident d'être piqué avec une aiguille souillée. OK. Donc, une aiguille de large calibre dans un patient. Le chirurgien, en fait, en mettant un cathéter suspubien, le cathéter a brisé, puis c'est vraiment en fait une bonne lacération. Donc là, il y avait vraiment un danger, puis il a dû prendre de la prophylaxie même en prévention pour le VIH. Pour le VIH, OK. Mm-hmm. On va revenir à nouveau en avant. Là, j'aurais tendance à prévoir, là, tu disais que tu étais mélancolique ou triste de quitter le camp, mais j'ai l'impression qu'une fois rendu à Paris, tu commences à avoir hâte d'être à la maison, si je ne me trompe pas. Ou pas encore. Est-ce que je dois vraiment répondre? Non, écoute. mais parle-moi par contre de ton retour, là. Donc, on est toujours dans les premières ou les dernières impressions, là, quand tu es revenu vraiment, quand tu es arrivé au Québec, ouais. Là. Es-tu contente à un certain moment donné où ton cœur est encore non, on est content de revenir. Du Sud? OK. Ça fait du bien de revenir. On est bien, on est content de voir ses proches, de retourner au travail. J'avais même hâte de retourner au travail, revoir mes collègues. Okay. En tout cas, je trouve qu'à Saint-Georges, j'ai une super belle pratique d'anesthésie. C'est bien. Mais c'est sûr qu'une partie de moi, dès le moment que j'ai quitté, j'avais déjà hâte de retourner en mission. OK. C'est comme ça. C'est comme ça. Je pense que j'ai été vraiment chanceuse d'avoir eu une première mission avec autant de côté positif, parce que parfois, on ne sait pas avec qui on va tomber dans nos missions. Les collègues, on peut avoir des altercations, des personnes avec qui on s'entend moins bien, des difficultés, des complications difficiles à prendre quand on est sur la mission, mais j'ai pas perdu de patient. Puis j'ai été vraiment avec une équipe où est-ce que la cohésion était vraiment très bonne, la cohabitation, elle se passait très bien. Donc, OK. Pamela, on va prendre une courte pause et on revient dans quelques instants. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook
Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Pamela, à ton retour au Québec, là, après une première mission, est-ce que Médecins sans frontières offre une forme de suivi, ce que j'appellerais en anglais un debriefing systématique, ou c'est à la demande de la part du clinicien? Est-ce qu'il y a un protocole, là, disons, standard? Oui, il y a beaucoup de débriefing. Ça, OK. s'il y a quelque chose qu'on a à la fin de la mission, on a des débriefings dans le camp, à la sortie du camp, dans le centre qui régit un peu l'émission du pays dans la capitale. Ensuite, au retour à la maison, on a des débriefings avec le centre opérationnel qui était Amsterdam pour moi parce qu'il y a différentes branches de MSF. OK. Puis aussi avec MSF Canada, OK. avec mon manager de carrière. Puis ça inclut d'ailleurs un soutien psychosocial. On rencontre plusieurs intervenants là, qui sont seulement là pour discuter avec nous de notre état de santé mentale, notre bien-être. Puis en plus de ça, on se fait offrir des séances pour ventiler, pour discuter avec des gens qui ont vécu la même chose que nous. J'ai même reçu un courriel il y a 2 semaines pour me demander si j'avais besoin de ventiler encore sur l'expérience que j'avais vécue. OK. Donc, oui, Est-ce- absolument, il y a du sport. Donc là, tu me parlais d'Amsterdam. Donc, il y a eu également une escale à Amsterdam durant le C'était- retour, ou c'était virtuel, ou En tant que COVID, en temps OK. de COVID, c'est virtuel. Mais normalement, avant, les gens arrêtaient à Amsterdam pour recevoir leur débriefing en temps, en personne. OK. Puis ça, c'est bien parce que, entre autres, ça permet de rencontrer le consultant pour moi d'anesthésie, puis de discuter des enjeux actuels dans le camp, de comment l'anesthésie se déroule, les développements, puis aussi de faire des plans d'amélioration OK. pour toujours là, aller dans un continuum là, d'améliorer les soins patients, d'offrir les meilleurs soins là, OK. dans les Donc- contextes actuels. Donc, toi, éventuellement, tu pourrais devenir aussi une conseillère ou une père aidante, disons, pour d'autres collègues, ou Potentiellement à selon, suivre. selon la suite. Lors de notre premier entretien, tu m'avais parlé de cette mission-là comme étant une mission, puis c'est comme si après, ce serait pas terminé, ou il y aura une pause. Ça semble moins clair, là. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Dr. Paquette reprenne l'avion dans 6 mois ou dans 1 an si le téléphone sonne? Ouais, ben c'est sûr que je voulais être réaliste. Je me disais, je vais partir pour ma première mission. Ensuite, on verra. Parce que c'est 30% des gens qui partent pour une première mission qui vont repartir pour une deuxième mission. OK. Environ avec MSF. Mais je dirais en fait que si le téléphone sonne, on est rendu plus loin que là parce que je repars en mission officiellement. OK. Ouais. Je vais repartir en mission avec MSF début janvier. OK. Je connais pas encore l'endroit où est-ce que je vais aller. Normalement, on regarde 3 mois d'avance. Donc, dans le prochain mois, on va commencer à regarder avec mon manager de carrière pour voir où est-ce qu'on va m'envoyer. OK. Là, on parlerait d'une mission de combien de temps? Tu ne sais pas non plus? Ou 8 semaines. 8 semaines, Je quand crois même. qu'en bas de 8 semaines, c'est difficile parce que faut compter le temps de déplacement, Mhm. le temps de juste se remettre du décalage horaire. Ensuite, on a toujours une maladie en arrivant là-bas, que ce soit des problèmes gastro-intestinaux, et la fatigue aussi. De vraiment sentir qu'on est capable de contribuer là, pleinement, puis de voir vraiment avec une bonne vision d'ensemble le contexte. Ça prend un bon minimum de 4 semaines. Donc après ça, je pense OK. que pour bien s'impliquer, là, 8 semaines, c'est bien. C'est sûr que plus que ça, vient la fatigue, honnêtement. OK. À la fin, là, on commence à être fatigué, des gardes 24/24 dans des conditions là, qui peuvent être plus difficiles avec des patients et qu'il faut toutes nos capacités.
Mhm. Donc, c'est un balance. Il faut vraiment le balancer entre les deux. Est-ce que la vision de Médecins sans frontières, c'est d'essayer de renvoyer les cliniciens au même endroit? Parce que il y aurait une économie d'énergie un petit peu. Tu arriverais dans un endroit que tu connais les lieux, tu serais plus efficace plus rapidement, ou au contraire, c'est plus une vision d'étendre, je te dirais, le champ de compétences un petit peu là, en connaissant d'autres milieux? Ouais, c'est une bonne question. En fait, l'anesthésiste qui était là avant moi dans le camp est retournée une deuxième fois à l'intérieur d'un 6 mois, puis elle retourne une autre fois. OK. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est favorisé. En fait, je pense que c'est vraiment selon ce que les gens préfèrent. OK. Mais oui, ils m'ont proposé de revenir dans le camp. La coordination médicale me l'ont proposé. C'est sûr que c'est plus facile de revenir, mais Mhm. c'est bien aussi de voir différents De contextes, voir d'être autre exposé chose. là, à ouais. OK. Mm. Est-ce que il y a des cliniciens qui vont faire une mission avec Médecins sans frontières, puis qui se font dire par Médecins sans frontières, merci beaucoup, on n'aura plus besoin de vos services, soit pour des questions de comportement, compétences, ou, Honnêtement, c'est une bonne question. J'espère que ça survient parce qu'à la fin à la fin de la mission, avant de quitter, on est évalué. On est Mhm. évalué par le, on appelle ça le Medical Team Leader, qui est j'étais dans une mission en anglais, donc Non, c'est ça, je peux comprendre le genre de excusez coordonnateur, le terme en anglais. on va dire Exactement, un coordonnateur médical qui va aller vraiment là, recruter, comme moi, ils ont demandé une évaluation par 13 personnes avec qui j'ai travaillé quand OK. même. Dans une petite équipe, c'est assez important pour vraiment avoir leur juste sur nos compétences cliniques, nos compétences sociales, puis comment ça s'est passé. Ils regardent même nos complications qu'on a eues là, au côté médical OK. durant notre séjour. Fait que c'est vraiment là, les soins de qualité, c'est vraiment important pour MSF. Là. On est beau être dans des contextes plus difficiles avec des ressources plus limitées, mais la qualité des soins aux patients, là, c'est vraiment quelque chose qui reste primordial. Je pourrais imaginer, parce que la façon dont je conçois ça, effectivement, si tu avais une personne dans le groupe qui est dysfonctionnelle, ou ça pourrait contaminer complètement l'atmosphère de travail, là. Absolument, ça change l'expérience pour tout le monde, ça change la qualité du travail de tout le monde, parce que si on s'entend pas bien, ça nuit aux relations de travail, ça peut faire des conflits. Puis honnêtement, on vit physiquement avec 25. J'étais avec 25 personnes, c'était un gros projet. On déjeune, dîne, soupe ensemble, on passe nos soirées ensemble, on a toutes nos habitations qui sont voisines, on partage les douches. On est toujours avec les gens. C'est une expérience qui est très sociale. Le côté social est très important OK. En mission. Ouais. Est-ce que tu te verrais faire des missions dans des zones de guerre, là? Oui. Par exemple, pour dire Ukraine, pour dire quelque chose, ou l'Afghanistan n'est Oui, pas en guerre, mais l'Afghanistan est dans un contexte très difficile, semble-t-il, depuis 1 an, là, avec le départ des Américains. Donc, tu te verrais faire ça? Oui, absolument. En fait, dans mes choix premiers pour ma prochaine mission, le Yémen puis OK. l'Afghanistan, clairement, sont en tête de liste. Je pense que ça apporte vraiment des notions différentes, là, surtout tout ce qui est, les crimes de guerre, mais la gestion des blessés. C'est vraiment là, un contexte qui est différent, qui apporte des pathologies différentes. Puis, non, clairement, OK. c'est quelque chose que j'envisage à court terme. C'est ce que je vois. Alors, tu m'avais également dit cet été que Xavier, ton conjoint, t'avait dit que même avec une jambe en moins, il te trouverait encore belle. Mais si c'est trop délicat, on va passer à la question suivante. Mais lui, quelle est son opinion de ton nouveau plan de carrière, là? Parce que ouais, mais c'est sûr, ça serait mentir dire qu'il était vraiment... il était pas très emballé de voir à quel point j'avais aimé mon expérience, puis que dès aussitôt arrivé, j'avais envie de repartir, ça a été difficile. C'est sûr. Mais
En fait, je crois que je l'ai pas contaminé, mais j'ai même réussi à lui répandre le goût OK. de partir parce que Xavier, cet été, c'est officiellement là, inscrit à CLIA postulé en tant OK. que chirurgien pour Médecins sans frontières, puis il a reçu son acceptation il y a 2 semaines. OK. Donc, lui aussi va partir au début de 2023 en mission. OK. J'avais Donc, cru, je dirais ouais. que, ouais. J'avais cru comprendre que ça prenait 2 ans d'expérience pour un chirurgien. Est-ce que j'avais rêvé ça ou tu m'avais parlé de... Oui, absolument. Normalement, il demande 2 ans d'expérience pour un chirurgien. Par contre, dans les derniers mois, ils ont ouvert une demande faire appel à des candidatures à MSF Canada pour des chirurgiens. Donc, je crois que lorsqu'ils ont vraiment des besoins spécifiques, ils vont aller là, diminuer un peu là, OK. l'expérience clinique. OK. Ils l'ont qualifié d'ailleurs de profil junior, mais ils disent que ça peut être un point positif parce qu'il offre quand même des formations. Par exemple, à l'automne prochain, il va aller recevoir des formations d'orthopédie en Allemagne pour des fixations externes parce qu'en OK. tant que chirurgie générale au Canada, on ne fait pas de fixation externe et de traction. Non, exactement. Il y a tout le volet de l'obstétrique aussi, j'imagine, parce que... Exactement, c'est ça. Donc, il est présentement en train de faire une formation pour l'obstétrique parce que oui, il faut être capable de faire des césariennes et aussi des curetages, dilatation. Alors, en temps de pandémie, comment dire, ta passion est plutôt contagieuse, d'après ce que je vois. Donc, Absolument, on dirait bien. Puis si je peux avoir une contagion plus élevée avec les auditeurs, j'encourage vraiment tout le monde. écoute, on en prend bonne note, donc c'est bien. Écoute, je vais te poser une question, mais la réponse m'apparaît évidente, là. J'imagine qu'on peut développer une sorte de dépendance à l'aide humanitaire, puis à Oui, t'écouter parler, là, absolument. c'est tout à fait, c'est contagieux, là, Ouais. je veux dire. Oui, non, clairement, c'est quelque chose qu'on discute aussi, même en mission avec les collègues, parce que nous en tant qu'anesthésistes, chirurgiens, obstétriciens, c'est des courtes missions de 6 à 12 semaines, mais la majorité des gens partent en mission pendant des mois. C'est plutôt des missions de 6 à 12 mois. Donc, c'est sûr que d'être dans un environnement comme ça peut être très addictif, Ouais. honnêtement, pour les gens qui aiment ça. Parce que je crois qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas fait, qui vont détester habiter avec 25 autres personnes. Mhm. Mais il y a certains gens qui, quand on aime ça, clairement, là, ça vient chercher, ça offre un mode de vie totalement différent. On s'entend là-bas, on fait pas de lavage, pas de ménage, on se fait pas manger. On est toujours hyper stimulé par que ce soit notre travail, la vie sociale, justement, d'habiter avec les autres. Mhm. Puis c'est justement d'être avec des gens qui partagent, en un certain sens, certaines valeurs communes à la nôtre, qui sont là un peu pour les mêmes raisons que nous. Puis même si les journées sont fatigantes, mais on a tellement l'impression que ce qu'on fait du sens, c'est tellement évident que c'est sûr que ça donne le goût, le sentiment d'accomplissement, la relation qu'on développe avec l'équipe locale, même les patients, c'est assez incroyable. Est-ce que jusqu'à un certain point, quand tu reviens au Québec, dans ton travail au quotidien, est-ce que tu as le sentiment d'être moins comblé ou Non, que c'est moins valorisant ou non? non. Non, Je ok. crois que c'est au contraire. Je crois que c'est vraiment une chance qu'on a, en tout cas, moi je vois ça comme ça. C'est une chance qu'on a en tant que spécialiste de courte mission de pouvoir partir pour des courtes missions, mais rester connecté à notre vie puis à notre travail plus standard parce que je pense pas que c'est quelque chose qui à long terme est viable. En fait, je crois que pour rester vraiment connecté, fonctionnel, c'est important d'avoir un travail dans lequel on se sent bien. Moi, j'ai l'impression de revenir dans mon cocon, de revenir chez moi. On est confortable, on est bien. C'est fun de revenir à l'hôpital, de revoir ses collègues. Puis c'est aussi, c'est une pratique qui est un peu plus standard, mais rassurante, dans laquelle on est bien. Tu sais, on a tout. Si jamais ça va mal, j'ai tous les outils diagnostiques ou pour m'aider à gérer une situation difficile. J'ai des collègues pour m'aider. C'est totalement autre chose. Puis je pense que c'est bien de faire des pauses. En fait, je crois que l'idéal, c'est vraiment de pouvoir
arrimer les deux. C'est vraiment une chance que j'ai de pouvoir faire ça dans mon groupe parce que Les gens qui vivent des expériences comme toi vont parfois raconter que lorsqu'ils reviennent à la vie occidentale normale, les petits tracas de la vie quotidienne les dérangent moins parce que ils mettent tout en relation avec ce qu'ils ont vécu là-bas. Donc, j'aimerais savoir, es-tu encore dans cet état d'esprit-là où finalement ça passe, puis on recommence on recommence à être irrité par le fait que, par exemple, Xavier ne descend pas le bol de toilette. Donc, tu sais, cet élément-là, cette espèce d'extase, de ce confort-là ou ce sentiment d'esprit-là, ça dure es-tu encore là-dedans ou on retombe dans nos vieilles habitudes ou nos... C'est vrai que oui, en effet, on devient plus flexible, on relativise un peu plus, on a vraiment une perception différente des choses. Il parle en fait que les gens, pour revenir un peu à leur cadence, leur train quotidien, après une mission, ça a été étudié, c'est 2 mois. OK. Puis honnêtement, c'est vrai. On OK. revient pas nécessairement à la base. Pareil, je crois que toutes les expériences qu'on vit, puis les perspectives différentes que ça apporte, ça nous change en tant que tel, puis on en conserve un peu. En tout cas, moi, j'espère être capable de le conserver à long terme. Mais c'est sûr que oui, on retombe dans nos réflexes, dans nos chaussures là, après 2 mois, là, un peu plus, mais ça prend oui, il y a une période d'adaptation. Hein. OK. C'est sûr, ça serait mentir de dire que du jour au lendemain, on revient comme si ça rien n'était. Là. Ça serait se mentir probablement même à soi-même. Avec ce que tu as vécu là-bas, est-ce que ça change aussi la vision du système de santé, des soins ou peut-être des attentes de la population face aux soins? On en discutait un peu plus tôt. Je crois que ça change pas nécessairement la vision que j'ai de notre système de santé, mais je crois que c'est plus avec les patients, les collègues, la façon dont on voit les choses peut, pour ma part, être un peu différente. Je peux donner juste l'exemple de voir un patient être totalement en détresse et fâché que sa chirurgie soit retardée de 30 minutes ou 1 heure. Il passe un peu plus tard parce qu'il a faim, parce qu'on les garde à jeun hein, pour les endormir. Mais c'est sûr que moi, personnellement, ça me fait relativiser, mais je me dis, à ce moment-là, je me trouve juste chanceuse de pouvoir avoir cette perspective-là qui est différente, de me dire, je suis consciente que la détresse qu'il vit, ben, pour moi, c'est pas une détresse qui est classée dans les hauts échelles de mal-être, mais pour lui, sa souffrance est clairement réelle. Clairement, il est fâché, l'émotion qu'il a est réelle, on peut pas lui enlever, mais je pense que c'est juste que ça m'apporte une autre perspective de me dire, bon, pour lui, c'est réel, mais clairement, on est tellement chanceux que c'est rien. Hein. Mais je pense que c'est important de pas être fâché puis de pas être offusqué envers cette personne-là parce que c'est simplement parce qu'ils n'ont pas connu autre chose. Hein. Oui, tout à fait. Là, tu repars en janvier pour 8 semaines. On a parlé peut-être du point de vue de ton conjoint, tes collègues, l'environnement de travail, là, lorsque tu leur dis que tu veux repartir. Donc, eux doivent se faire à l'idée que tu vas repartir en janvier. Tu vas peut-être repartir ou sûrement repartir plus tard. Est-ce que c'est bien accueilli ou les sourcils ont bougé un peu? Honnêtement, j'ai vraiment des bons collègues. OK. Vraiment des bons collègues. Ça faisait partie des choses que je voulais discuter avec eux en revenant, mais je pense que, comme ils m'ont dit, il y avait une bonne idée là, que j'allais leur demander de repartir. OK. Mais tu sais, tout est là dans la communication, puis dans la façon qu'on organise notre système là, en groupe. T'sais, par exemple, je partirai jamais je demanderai jamais de partir durant les vacances d'été, durant les relâches, durant Noël, dans les périodes où est-ce que les gens veulent des vacances. C'est important de demander. Moi, j'ai demandé à mes collègues leur opinion par rapport à ça. Je leur ai demandé s'ils étaient d'accord, puis de voir avec eux quel était le meilleur temps dans l'année pour partir. OK. Mais mais assurément 8 semaines. Mais en fait, la prochaine fois que je pars, c'est prochainement. Parce que je m'en vais faire c'est pas une mission, en fait, là, je m'en vais avec un organisme non gouvernemental pendant 2 semaines donner des cours d'anesthésie en Sierra Leone. Okay. Dans un hôpital communautaire. Il n'y a pas d'anesthésiste, seulement des infirmiers anesthésistes. OK.
Fait que ça va peut-être calmer un peu mes ardeurs. C'est plus J'en court, j'en- 2 semaines. j'en doute, là, mais 2 semaines, puis ensuite en janvier. Puis après, on verra. ça, c'est quand ce Mais départ-là pour Sierra Leone? fin septembre. Ah, OK, donc on va se reparler à la fin septembre. Mais c'est avec un autre organisme, un organisme qui s'appelle l'APEL, qui rentre plus dans le capacity building, en fait, où est-ce qu'on va aller vraiment donner les outils aux personnes. Par exemple, moi, ça va être de l'apprentissage pour qu'ils puissent avoir des meilleures connaissances puis qu'ils puissent améliorer, en fait, leurs soins aux patients puis l'outcome qu'ils peuvent faire là, malgré leurs ressources limitées, là. Fait que c'est assez différent des MSF qui sont plus basés sur des situations d'urgence où est-ce qu'on s'en va vraiment agir face à une gestion de crise ponctuelle. Cet organisme-là t'a contacté? C'est toi qui as fait des recherches? Bouche à oreille, c'est... En fait, j'ai été approchée par quelqu'un que j'ai rencontré en mission. OK. C'est ça que ça fait, hein? Ouais. En fait, c'est un pédiatre qui travaille en Allemagne, qui lui a démarré cet organisme-là, puis il avait un besoin d'anesthésie. OK. Fait que, ben, ça tombe bien. Tout à fait. Tout à fait. Et voilà. Donc, OK. ça va être un autre sorte d'expérience qui va être C'est bien ça. Donc, 2 semaines en septembre, 8 semaines en janvier. OK. C'est quand même tout à fait remarquable, en toute honnêteté, là. On prend moins de vacances. Ça, c'est sûr, pour les collègues, on prend moins de vacances Oui, tout à fait. quand même pour faire la part des choses, là. Quel est tu parlais que tu aimerais peut-être aller en zone de guerre. Quel est le rôle de Médecins sans frontières en zone de guerre où il y a déjà un support médical qui est fourni par les armées présentes, là? Donc, on peut penser que si tu vas dans un pays en guerre où les Américains sont impliqués, il va y avoir une structure médicale quand même assez lourde, là. Donc, vous venez pallier Oui. certains déficits au niveau des soins offerts par l'armée, par exemple? En fait, MSF a plusieurs façons de fonctionner. Ils peuvent, oui, déployer des hôpitaux à partir de des tentes ou même des conteneurs spécialisés qui vont vraiment déployer pour monter purement MSF, mais surtout en pays un peu plus développés, comme en Afghanistan, ils vont souvent aller s'associer avec des structures, des établissements qui sont déjà en place. Ils vont aller supporter des hôpitaux. À les aider à la fourniture, à augmenter la capacité des lits, à fournir plus de médecins, parce que souvent, c'est ces ressources-là là, qui sont limitées. Mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir une implication qui va être avec le ministère de la Santé de là-bas, local. Puis d'aller vraiment là, s'incruster là, dans des installations, mais ça sera jamais avec des installations associées à l'armée, comme avec la Croix-Rouge. Parce que pour MSF, la neutralité et l'impartialité, c'est extrêmement important qu'il n'y ait pas de parti pris et qu'on n'associe pas MSF à aucune partie. On soigne tout le monde, peu importe quel côté. Donc, ça ne sera pas avec de l'armée qui est présente. OK. Donc, vous ne serez jamais à côté d'une base militaire ou il y a la situation de l'ONU hein, c'est ça. au Soudan du Sud où est-ce que j'étais, mais qui est vraiment là très qui est totalement inhabituel pour MSF. OK. On approche la fin de l'entrevue. Pamela, avant notre prochain entretien, donc, qui aura peut-être lieu en septembre. Puis, donc, il y a un petit aspect ludique à l'entrevue. Donc, souvent, ça permet de connaître mon invité sous un autre jour. Donc, j'appelle ça la section baguette magique. Donc, avec laquelle tu es peut-être familière. Donc, avec l'expérience que tu as maintenant, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé au Québec, ce serait quoi? C'est vraiment une question difficile, honnêtement. Je trouve que c'est vraiment Je pense que je vais plus apporter mon point de vue en tant qu'anesthésiste dans un hôpital qu'on considère de région. D'accord. Parce que moi, je travaille à l'hôpital de Saint-Georges. Après mon année de pratique, peut-être que mon opinion va changer, mais j'ai peut-être l'impression que avec peut-être la décentralisation du pouvoir puis au niveau organisationnel, ça pourrait faciliter vraiment en fait le pouvoir décisionner, promouvoir puis faciliter les initiatives locales en étant un peu plus de concert avec les besoins qu'on a, la réalité vraiment qu'on a. Je pense que ça peut être quelque chose de bien. Assurément, la centralisation avec la création des CIS qu'on a vu dans les dernières années, ça a certainement beaucoup, beaucoup de positifs.
mais sur certains points, sur certains projets ou protocoles, développement, dans les plus petits hôpitaux comme où est-ce que je travaille, je crois que ça peut parfois là, faire mettre beaucoup de bureaucratie puis des délais, puis un peu plus là, parfois même un peu de bâton dans les roues. Mais bon, je veux vraiment pas partir un débat ni rentrer trop en profondeur. Mais tu n'es pas la c'est première. mon point de vue. J'ai entendu ça auparavant, puis en théorie, ce serait dans les cartons du gouvernement. Donc, on verra pour la suite. Là. Et si je te laissais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée aujourd'hui, ce serait qui? Étant donné qu'on parle de MSF, je pense que présentement, j'irais bien prendre un café avec Dr. Joanne Liu. OK. Parce que c'est une femme médecin québécoise qui a été directrice de MSF pour plusieurs années, jusqu'en 2019, si je me souviens bien. Fait que c'est sûr qu'en tant que jeune femme médecin qui débute une carrière avec MSF, moi je trouve que pour moi ça a été une grande source d'inspiration, là, Joanne Liu, même avant mon application, là, bien longtemps avant mon application MSF, puis une personne à laquelle je m'identifie là, dans un certain sens. OK. J'imagine que ça pourrait s'organiser. Donc, ouais, sans pression. Une dernière pensée peut-être ou avant de nous quitter ou un message ou... En fait, je voudrais surtout remercier Dr. Gagné pour avoir accordé ce temps puis aussi donner l'intérêt porté là, à la médecine humanitaire qui au Québec, des fois, on n'entend pas beaucoup parler. Même au Canada, puis aussi de la visibilité que ça donne à l'organisation de MSF, qui est vraiment une très belle organisation pour s'impliquer et pour aussi donner. Je vais le glisser parce que pour l'avoir vécu, je peux vous dire que les sous sont clairement là, sont clairement là, dépensés là, avec parcimonie et ça en va au bon endroit. Okay. Puis aussi pour les professionnels, là, que ce soit des médecins, mais pas juste des médecins ou pas juste des professionnels de la santé, MSF recrute plein de gens, que ce soit des comptables en finance, des logisticiens. On a besoin vraiment de beaucoup de gens. Donc, si vous voulez aller sur la zone de recrutement du site de MSF, là, allez-y. Je pense vraiment que ça en vaut la peine. Là. En tout cas, moi, j'ai pas été déçue. Alors, merci beaucoup. Donc, ça a été un entretien fort captivant. Encore une fois, toutes mes félicitations. C'est vraiment impressionnant là, ton parcours après seulement 1 an de pratique. Puis, je veux te souhaiter bonne chance pour la suite. Puis, j'espère que ça va bien aller à l'automne au Sierra Leone, puis possiblement en janvier, donc en Afghanistan ou au Yémen. Donc, merci, Pamela. Puis, à la prochaine. Un grand merci. Bye. À la prochaine. Bye. Bye.